Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Donc, j'ai rajouté aussi quelques mots de conclusion et peut-être quelques mots sur l'année prochaine. Je vois que je suis 2 minutes à l'avance. 13. Voilà. Par ailleurs, c'est ce qu'on va discuter cette dernière heure, c'est l'idée que les différentes théories des codes qu'on connaît aujourd'hui sont liées entre eux, font partie peut-être d'une seule théorie, ou sont, si vous voulez mieux, des différentes limites d'une certaine théorie. On l'appelle la M-théorie. Les M peut être traduit de plusieurs façons. Moi, là, j'ai utilisé mother, maman. Donc, parce qu'on va avoir 6 théories différentes qui cherchent leur maman. Voilà. Donc, la première transparence que j'ai mise là, je l'ai mise seulement parce que je dois utiliser une équation tout à l'heure, mais ça, c'était déjà dans l'ère précédente. Donc, oui, donc je vous rappelle seulement, c'est ce qu'on a dit au début de l'ère précédente. Donc, on avait insisté un petit peu sur le fait que quand on a plusieurs dimensions compactes, notez bien que pour la corde ouverte, toute cette histoire des 2 Dirichlet, je l'ai fait seulement pour une seule dimension compacte. Mais maintenant, c'est nécessaire de revenir au cas de plusieurs dimensions compactes. Et ça, c'était juste pour vous rappeler, c'est ce qu'on avait dit il y a une heure environ, qu'il y avait cette situation où les impulsions gauche et droite vivaient sur un réseau en deux dimensions, petit 2, donc le nombre de dimensions compactes, et que ces réseaux devaient être pairs dans ce sens-là et self-dual dans ce sens-là. Donc, mais maintenant, ce concept-là revient très utile pour décrire un autre type de corde qu'on a découvert peu après le travail de Green et Schwartz. Ça s'appelle la corde hétérotique, from hétérosis, from le grec, qui apparemment signifie que si on met ensemble des choses hétérogènes, on peut avoir des bons résultats. Hein? Alors, donc l'idée vient du fait de l'observation qu'on peut imposer des conditions tout à fait différentes pour la partie gauche et la partie droite. C'est ce qui bouge à droite et à gauche dans la corde. On peut les traiter d'une façon indépendante. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il arrive si on essaie de combiner une corde supersymétrique, du type supersymétrique, pour, disons, la composante droite, et d'autre part, une corde du type bosonique pour la partie gauche. À première vue, il semble être quelque chose de très, très non naturel et difficile, parce que toute cette histoire de cancellation des anomalies en 2 dimensions nous avait dit qu'il fallait prendre 10 dimensions pour les cas supersymétriques et 26 pour les cas bosoniques. Donc, comment on peut mettre ensemble des choses qui bougent à droite en 10 dimensions et des choses qui bougent à gauche en 26 dimensions? Et la réponse fut que si on prend
l'idée de la compartification, on peut, disons, traiter la différence entre 26 et 10, 16, ces 16 dimensions supplémentaires de la partie gauche, en les faisant compactes et en la prenant vraiment très petite, donc avec des rayons de l'ordre de la longueur de la corde. Et comme ça, disons, on ne les voit pas, ou mieux, on voit des conséquences, mais on ne les voit pas vraiment comme étant des dimensions spatiales. Vous savez, quand la géométrie devient tellement petite, disons, elle est sur l'échelle de la corde, toutes les intuitions géométriques tombent à l'eau. On verra bien qu'on peut interpréter ces coordonnées bosoniques comme des fermions. Donc, c'est vraiment des choses assez bizarres. Alors, j'ai rappelé tout à l'heure que les réseaux doivent être pairs et self-dual, autodual, mais maintenant il y a une contrainte en plus. Comme je fais cette compartification seulement par rapport aux 16 dimensions gauche, il manque dans la formule précédente la partie. Donc, imaginez que petit 2 maintenant est 16, mais je n'ai pas la partie droite. Donc, le réseau, tout d'un coup, devient un réseau euclidéen. Avant, ici, il avait une signature 2,2, et maintenant, il devient euclidéen. Donc, je dois rajouter à la contrainte le fait que le réseau des impulsions gauche, qui est toujours l'impulsion plus l'enroulement, soit vu dans un réseau pair et self-dual. Et pair, si je le traduis juste pour se rappeler en impulsion, ça veut dire que l'impulsion gauche au carré est 4n sur alpha prime. Si. Rappelons-nous de ça. Alors, il s'avère mathématiquement que des réseaux qui ont toutes ces trois propriétés euclidéennes, paires et self-dual sont très rares. Il existe seulement si la dimension du réseau est un multiple de 8. Alors, par chance, on est dans ces situations-là, parce qu'on a 16 dimensions, donc c'est heureusement notre cas. Et en effet, ils sont rares, même dans ces dimensions-là, au point que, par exemple, en D égale 8, il y a seulement un réseau dual pair euclidéen. Et c'est le réseau gamma 8, qu'on appelle gamma 8, qui est lié d'une façon au groupe exceptionnel E8. Et le réseau est fait de ces points-là. On prend soit 8 entiers, mais avec la somme qui doit être paire, ou on prend 8 demi-entiers, et toujours avec la somme de ces n paires. Alors, vous pouvez vous amuser, moi je fais aussi pour me rappeler, qu'il y a 280 vecteurs de longueur 2 dans ces réseaux-là. Exactement 240. Pas 280, 240. Les autres ont longueur paire, mais disons, si on veut exactement longueur 2, on a 240. Par exemple, comment on arrive à ça? Ici, on doit prendre 2 d'entrée de longueur 1, on respecte cette condition-là, mais avec un signe plus ou moins. Donc, ça nous donne 4 possibilités pour chaque paire. Vous évaluez le nombre de paires, c'est quoi? C'est 8 fois 7
divisé par d fois 4, donc c'est 16 fois 7, oui, et ça devrait nous donner, qui est que sait faire cette opération mentalement, 16 par 7, regardez, 112, c'est possible? 112? 112. Et là, par contre, on peut prendre plus ou moins 1 pour chacune de ces n. Et là, il nous donne les compléments, 126, 128. Il nous donne 128. Donc, on a 240. Et après, il y a encore 8 vecteurs de longueur 0. 0, c'est aussi pair. Pourquoi 8? Attendez. Non, je suis perdu. Un vecteur de longueur. Pardon, un vecteur de longueur 0. Hein, quand on met tout égale 0. Il faut se rappeler de ça. Alors, si on passe de dimension 8 à dimension 16, le nombre de réseaux n'augmente pas d'une façon spectaculaire. Soit on prend la même chose, simplement on rajoute encore 8 ici avec les mêmes conditions. Mais à ce moment-là, on n'a plus, voilà, là, par exemple, si je prends tous les n égale 0, j'obtiens 8 fois 1 sur 4, donc j'obtiens 2. Si j'en ai 16, ça ne marche plus. Hein. Donc j'ai seulement les 240, mais j'ai toujours 240, seulement qu'elles viennent toutes d'ici. Voilà. Donc c'est assez amusant de regarder tout ça. Bon, donc il y a deux possibilités en dimension 16. Soit on généralise ça, soit on prend deux copies de ça. Donc deux espaces à 8 dimensions, on les met ensemble, orthogonaux entre eux. Bon, si on va prendre les particules à masse nulle, comme il y a la formule des masses, attendez, hein, je la reprends ici, vous voyez que si PL2 égale 4 sur alpha prime, non, je suis perdu là. Oui, voilà. Non, je n'ai pas la formule des masses là, malheureusement. Voilà, bon. On peut regarder la formule des masses et on voit que tous les vecteurs avec longueur 2, si on les met dans la formule des masses, ils nous donnent des états à masse nulle. Donc, le spectre léger de la théorie a des vecteurs à masse nulle qui viennent soit de KLD égale 0, soit de 240 possibilités avec KLD égale 2. Et l'index de Lorentz est porté par la partie droite. Rappelez, on doit mettre un gauche avec un droite. Le droit, il ne connaît pas la compatification, donc il s'en fiche complètement de tout ça, mais il porte quand même un index de Lorentz, et donc il nous donne l'effet que sont des vecteurs de Lorentz. Par contre, la partie gauche, il nous donne les nombres, les groupes, hein, du groupe de jauge. Et on trouve comme ça qu'on obtient soit la représentation SO32, soit la représentation E8 fois E8. Chacun d'entre eux ont la dimensionnalité 496, que c'est les 480 ici, plus les 16, parce que je peux combiner n'importe quelle composante gauche, et j'en ai 16 avec les vecteurs. Hein. Si je prends le cas où n égale 0, ça me donne encore ces 16. Donc, et disons, peut-être pour des raisons de temps, je vais passer sur ça, vous pouvez le lire. Il y a une autre procédure qui utilise
une fermionisation des coordonnées bosoniques en 2 dimensions, on peut les remplacer avec des fermions. Et c'est une autre façon de faire sortir ces symétries SO32 ou E8 fois E8. On peut regarder aussi les spectres de ces particules de masse nulle dans la théorie hétérotique en faisant ce qu'on avait fait déjà pour type 2A et 2B. Vous vous rappelez peut-être qu'on prenait la partie gauche fois la partie droite. Vous voyez, la partie droite est assez banale parce que là, il n'y a pas de dimension supplémentaire. On est en 10 dimensions. Donc, comme degré de liberté physique, on a soit un boson qui est un vecteur de SO8, soit un spinner de SO8. Par contre, dans la partie gauche, on a soit un vecteur, donc ça vient des composants 0 jusqu'à 9 du 26 dimensions, et ça vient de la partie qui vit dans les 16 dimensions supplémentaires compactifiées. Et quand on fait la multiplication, on obtient ces bosons-là. Là, on voit par exemple que c'est un singlet, ça vient de quand on multiplie 8V1 fois 8V1, ça nous donne un singlet par rapport au groupe de jauge, mais il nous donne les dilatons, les tenseurs antisymétriques et la métrique comme avant en 10 dimensions. Par contre, quand je multiplie ça fois ça, j'obtiens un vecteur de Lorentz, d'ici, fois 496 fois. Donc ça sont les bosons de jauge du groupe soit 32, soit SO32, soit le groupe E8 fois E8. Tous les deux ont le même nombre de générateurs. Et si vous vous rappelez bien, dans les séminaires du professeur Dweck, on avait trouvé ce numéro-là comme un nombre magique qu'il fallait pour éliminer les anomalies. Hein? Si vous regardez ces notes, c'est comme ça. Ici, le nombre vient d'avoir demandé que les réseaux soient dual et pair, et on obtient ces mêmes numéros-là. Alors, une chose intéressante, c'est que dans le cas de SO32, donc si on prend les réseaux qui correspondent à SO32, le spectre est identique, le spectre de basse énergie est identique au spectre de la théorie de type 1, qui, elle, avait nécessairement le groupe SO32. Donc, vous voyez, le groupe SO32 sortait de la théorie de type 1, où on a des cordes ouvertes, et sort aussi de la théorie hétérotique si on prend une des deux possibilités. Donc, pour résumer jusque-là, on est arrivé à 5 théories consistantes qui n'ont pas de ghosts, pas de fantômes, pas de tachyons, pas d'anomalies, cette invariance modulaire dont on a besoin. Et ces 5 théories cohérentes, elles sont toutes supersymétriques, elles sont toutes en 10 dimensions. Si on dit que aussi l'hétérotique est en 10 dimensions, et certains d'entre eux peuvent avoir des fermions chiro, même quand on fait la compactification à 4 dimensions. Donc, il pourrait s'agir là de théories intéressantes pour la phénoménologie des interactions fondamentales. Maintenant, avant de discuter ces 5 théories, on va rajouter une 6e. On peut l'introduire comme ça, disons, au moins pour un physicien, D égale 10 est très proche de D égale 11, à 10% près. Donc,
Et ce d égale 11 était déjà connu par les physiciens, parce que quand on étudie les représentations plus générales de la supersymétrie, on trouve que les dimensions 11, c'est le nombre maximal de dimensions où on peut avoir des théories supersymétriques avec des interactions d'une façon cohérente, au moins c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. C'est-à-dire que si on est en dimension 12 ou plus, on a nécessairement des particules à masse nulle et des spins au moment cinétique plus grands que 2. Et là, on ne sait pas comment écrire des interactions d'une façon cohérente et tout ça. Donc, la supergravité en d égale 11 était l'objet des études bien avant la révolution de Green-Schwarz, parce qu'on pensait qu'avec cette supersymétrie en d égale 11, la théorie la plus supersymétrique possible, on pouvait peut-être résoudre les problèmes des divergences ultraviolettes de la gravitation. Bon, c'était un espoir qui n'a pas vraiment marché, mis à part pouvoir faire vraiment une théorie des particules élémentaires avec ça. Mais disons, on avait étudié quand même cette théorie. Cette théorie est d'une certaine façon assez simple. Là, c'est l'action, la partie bosonique de cette théorie. Bien sûr, il y a tous les fermions qui font aussi que la théorie soit supersymétrique, mais disons là, j'écris que la partie bosonique. Là, ce n'est pas une action efficace, c'est vraiment l'action fondamentale de la théorie. Donc, il y a une constante de Newton en 11 dimensions et il y a la courbure en 11 dimensions, je l'appelle R11. Et la seule chose, il n'y a pas de dilatons, vous voyez, là, il n'y a rien. Et il y a une forme, une potentielle qui a trois formes, donc on peut l'appeler A3 ou C3, et les tenseurs des champs F4 qui est associé à ce potentiel A3. Et il y a ce terme-là qui s'appelle un terme de Chern-Simons. Je pense que M. Dweck avait déjà parlé de ça. Donc, c'est une chose qui semblerait ne pas être en variante de jauge, mais en effet l'intégrale l'est. Donc, si vous voulez, l'intégrande, il varie parce que A, le potentiel vecteur n'est pas en variante, mais si on fait la variation, on obtient quelque chose qui s'intègre à une invariante. Donc, ça s'appelle des termes de Chern-Simons et sont nécessaires pour la supersymétrie et pour tant d'autres choses. Voilà. Donc, alors, essayons de penser à nouveau, toujours le même jeu, si vous voulez. On prend l'11e dimension, cette fois je l'appelle vraiment 11, et on la réduit en un cercle de rayon R, et on prend toutes les choses qui ne dépendent pas de cette 11e dimension, et on fait la réduction dimensionnelle de la théorie de 11 à 10 dimensions. J'ai fait comme j'avais fait pour Kaluza-Klein, je prends la métrique dans cette forme-là. Donc, là, si vous voulez, la métrique à 11 dimensions devient une partie qui est liée à la métrique en 10 dimensions, un champ vectoriel en mu et un champ les rayons, un champ scalaire qui décrit les rayons de la 11e dimension. Je fais les calculs, je passe d'ici à là, et j'obtiens tout ça. Vous voyez, d'un coup, j'obtiens, bon, évidemment, les volumes, comme on a vu tout à l'heure, les volumes où la circonférence de l'11e dimension sort de l'intégrale, et pour le reste, j'obtiens tous ces termes-là. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve la courbure en 10 dimensions, mais aussi en F2. F2, c'est simplement les tenseurs des champs liés au A mu.
Voilà, donc c'est F mu nu 2. Hein. Mais j'obtiens aussi un F3 et un F4. Pourquoi? L'F4, parce que je l'avais déjà, je le recopie. Bon, il y a un petit terme aussi à la Chern-Simons rajouté, c'est pourquoi il y a un tilde. Disons, ça, ce n'est pas important. Mais aussi, le F4 devient un F3 si l'un des index des F4 est pris 11. Voilà. Donc, il me reste, du point de vue de 10 dimensions, seulement 3 index. Et donc, ça, c'est le F3. OK, j'ai fait ça. Et je regarde cette action efficace. Et donc, la métrique, l'inscalaire, une 2 formes, une 3 formes et une 4 formes. Et, bon, si on est un expert dans ces choses, on dit, bon, ça c'est du déjà vu. Parce que ce sont exactement les champs qu'on a dans la théorie de type 2A en 10 dimensions. En 10 dimensions, oui, j'ai bien dit. Et en effet, donc, on peut démontrer que pas seulement ces choses-là ces champs-là sont là dans les deux théories, mais on peut voir que toute l'action est la même à une redéfinition des champs près qu'on peut toujours faire. On doit identifier les champs d'une théorie, donc il y a des changements à faire, mais sont exactement les mêmes. Et ce n'est pas une surprise parce que la supersymétrie en 10 dimensions est une contrainte très forte. Donc ça, c'était la première indication que la supergravité à 11 dimensions avait peut-être quelque chose à faire avec les théories des cordes qu'on avait entre-temps construites en 10 dimensions. Donc maintenant, on a 6 théories, si vous voulez, et on peut les mettre aux côtés, disons, sur les angles d'un hexagone, par exemple, ou on peut faire aussi une étoile, hein, ça dépend. Je l'ai mis sur un hexagone. Et alors, c'est ce qu'on va décrire dans la dernière partie de cette heure, c'est qu'il y a comme un réseau, une toile, hein, de dualités qui semble relire ces 6 différentes théories, comme si elles descendaient toutes d'une même théorie, M. Alors, quelquefois, dans la littérature, on parle de la M-théorie comme cette théorie de la supergravité à 11 dimensions, mais je pense que ce n'est pas vraiment une bonne façon de définir la théorie M, parce que là, c'est une limite de basse énergie. Et je vais peut-être dire que j'avais dit que cette théorie qui découle de la supergravité en 10 dimensions ressemble à la théorie de type 2A en 10 dimensions. Mais ça, c'est seulement si on prend la théorie des cordes à basse énergie. On jette tous les effets des cordes, toutes les corrections alpha prime. Donc c'est seulement dans ces cas-là, bien sûr, parce que la supergravité en 10 dimensions, elle ne connaît pas la corde de tout. Donc c'est seulement dans une limite de basse énergie que cette M-théorie devient la supergravité en 11 dimensions. Donc ça, c'est l'hexagone. Je l'explique parce que les symboles vont se répéter. Bon, là, j'ai mis la supergravité en 11 dimensions. À gauche, j'ai mis la 2A, 2B. En bas, j'ai mis la type 1 de Green et Schwartz avec les SO32. Et là, j'ai mis les deux théories hétérotiques qu'on vient de discuter. Quand je mets HO, ça veut dire SO32. Si je mets HE, ça veut dire hétérotique E8, E8. Voilà, ça c'est la terminologie. Alors, commençons à voir ces dualités. Alors, première dualité, très intéressant, il y a une connexion de T-dualité entre la 2A et la 2B. Donc, si on revient entre ces deux. Pourquoi? Si
je prends la théorie en 10 dimensions, mais à nouveau, j'ai fait ces petits trucs de compactifier une dimension de l'espace, disons x9, et nous faisons une t-dualité par rapport à cette dimension, le cercle décrit par x9, on trouve que chaque fois que je fais une transformation de dualité, je change, vous savez, Dirichlet et Neumann, et en même temps, on change les formes. Peut-être je devrais dire la chose suivante. Je pense que c'est assez évident. Si je fais une transformation de dualité et je passe donc de Neumann à Dirichlet, ça veut dire que j'élimine une dimension de la Brane ou je rajoute une dimension de la Brane selon la direction dans laquelle vous avez vu que si je pars sans Brane, je fais la dualité, j'obtiens une Brane. Supposons que j'ai fait encore une dualité dans une autre direction, ma Brane prend une dimension supplémentaire. Donc chaque fois que je fais une transformation de dualité, je rajoute un Brane. Alors là, j'ai une seule dimension, mais ça suffit pour me faire passer d'une P Brane à un P plus une Brane. Alors, comme les champs de Ramond sont couplés aux Brane, ce n'est pas peut-être surprenant que, en même temps, cette transformation de dualité me fait passer des formes du type ampère qui sont dans la théorie de A aux formes de type paire qui sont dans la théorie de B. Donc, si vous voulez, dans la théorie du type A, j'ai des formes du type C mu, qui maintenant j'écris comme C9 et C mu. Hein. Avant c'était C mu en 10 dimensions, maintenant je les partage entre un C9 et un C mu en 9 dimensions. J'ai fait la dualité, C9, le 9 disparaît et ça devient un C. Par contre, si j'ai un C mu, ça c'est la règle qu'on trouve, je dois rajouter un 9. Donc on passe d'une forme à un 0 forme ou un 2 forme. Si je prends la 3 formes de la théorie A, je fais la même chose, mu nu 9 devient mu nu rho devient mu nu rho 9 du type B. Alors voyons, si je mets ensemble, bon, C c'est une 0 forme, C mu 9 et C mu nu forment ensemble la 2 formes de la théorie B. Donc, on a tous ces mélanges des formes entre les deux théories et la T-dualité échange effectivement les deux théories entre eux. Alors, ça c'est la première chose. Il y a encore une autre dualité et cette fois c'est entre l'hétérotique de type O et l'hétérotique de type E. Et vous direz, bon, ça c'est très bizarre parce que HO a une symétrie SO32 et HE a une symétrie E8 fois E8. Comment on peut les lier avec une transformation de dualité? Ce n'est pas qu'ils sont, attention, ce n'est pas qu'ils sont la même théorie, hein, je ne veux pas dire, je dis qu'ils sont liés par un schéma qui les connecte. Et comment on arrive à ça? Bon, on compactifie un certain nombre de coordonnées. À nouveau, c'est toujours un peu le même truc. Et on bouge dans cet réseau lorenzien, hein, parce que là, ce sont des théories qui ont... j'ai fait la... Attention, hein, ce sont des codes hétérotiques. On laisse tranquille les 16 dimensions qu'on a compactifiées pour avoir les groupes, SO32 et 8 fois 8. Par contre, on prend les 9 dimensions qui sont communes à gauche et à droite et on compactifie une partie de ces dimensions aussi. On obtient un réseau lorenzien qui n'a rien à voir avec les réseaux euclidiens en 6 dimensions. Et dans ces réseaux lorentziens, on fait des
des transformations de Lorentz. En effet, on peut rajouter aussi les 16 dimensions et au lieu d'un O2,2, on obtient un groupe O2,16 plus 2, où les 16 sont les dimensions supplémentaires de la partie gauche. Alors, en bougeant dans cet espace, dans ces groupes, comme on avait appelé dans ces manifolds, on peut passer d'une théorie à l'autre, voilà, avec un ensemble continu de transformations. Et finalement, il y a aussi une troisième, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais on peut aussi faire une T-dualité, et là c'est encore plus surprenant, entre la théorie de type 1 et les théories de type 2A et 2B. Là, vous direz c'est encore pire, parce que là, j'ai un groupe de jauge SO32, et là, je n'ai pas de groupe de jauge. Dans les 2A et 2B, il n'y avait pas de symétrie de jauge. Mais on trouve que si on fait à nouveau cette T-dualité, on rajoute dans les théories de type 2A des brins. Et ces brins-là, ils ont ces cordes ouvertes qui s'attachent à eux et donnent la symétrie des jauges de SO32. On trouve que, disons, on doit mettre un système de brins de type très précis qui donne exactement la symétrie des jauges. Donc, si vous voulez, la T-dualité nous fait plusieurs choses. Il connecte 2A à 2B, les deux hétérotiques entre eux, donc c'est assez parallèle ici et là, même si le mécanisme est un peu différent. Et même, on peut connecter la 1 au type 2. Après, il y a d'autres types de dualités qu'on n'a pas vraiment discuté, qui sont plutôt similaires à la dualité entre les champs électriques et magnétiques dans l'électrodynamique. Donc, à l'opposé de la symétrie de T-dualité, cette symétrie qu'on appelle la S-dualité est une symétrie entre une théorie à fort constante de couplage et une théorie à petite constante de couplage. C'est-à-dire, la T-dualité s'applique à la théorie ordre par ordre dans la théorie des perturbations. En effet, on a vu qu'on doit rajuster les dilatons de telle façon qu'on garde toujours la constante de couplage fixe. On peut faire des développements dans la constante de couplage et à chaque ordre dans la théorie des perturbations, on pense que cette T-dualité est une symétrie. Par contre, la symétrie S relie entre eux une théorie à forte constante de couplage avec une théorie à petite constante de couplage. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de vérifier sa validité parce que typiquement, on sait résoudre une théorie, mais on ne peut pas résoudre l'autre. Alors, sauf s'il y a assez de symétrie pour garantir que, par exemple, il y a certaines choses ne sont pas affectées par les boucles. Ça s'appelle théorème de non-renormalisation. Donc, elle est similaire, comme je dis, à la dualité entre l'électrique et le magnétique. Et rappelez-vous s'il y a des monopoles, alors vous voyez, il y a des théories de champs où on peut avoir des monopoles de charges magnétiques sans avoir des difficultés comme les cordes de Dirac, des choses comme ça, sont tout à fait réguliers. Il y a par exemple, les plus fameux, les monopoles de Toft-Polyakov. C'est une configuration de champs tout à fait réguliers et qui donne une charge magnétique. Mais la charge magnétique et la charge électrique doivent être liées entre eux par une formule. Les produits doivent être donnés par c'est une constante qui, dans certaines unités naturelles, s'appelle la condition de quantisation de Dirac.
qui fait que si on a une petite charge électrique, on a une grande charge magnétique et vice-versa. Et il y a dans ces théories des champs un groupe Z2 qui échange charge et charge magnétique et charge électrique. Bon, dans la théorie des codes, c'est toujours un peu plus riche. Donc, au lieu d'avoir juste un Z2, on a un groupe SL2Z. Donc, on a un peu plus de transformations. Et cette groupe de transformations agissent sur une combinaison de la constante de couplage que vous voyez là. Là, c'est I divisé par G2, la constante de couplage au carré. Mais il y a aussi une partie réelle, C0, qui représente un champ pseudo-scalaire. Donc, phi, c'est un champ scalaire, et là, c'est un champ pseudo-scalaire. On les met ensemble, ça forme un champ chiral de la supersymétrie. Bref, et on peut faire des transformations des SL2Z qui sont effectivement des transformations d'un petite à grande constante de couplage ou des déplacements de C0, mais par des quantités quantifiées. Hein. Donc, c'est très similaire à ce qu'on a dans QCD, la constante de couplage et l'angle du vide, θ, de la QCD, où aussi on a une périodicité. Par contre, on n'a pas ça dans la QCD, mais on a ça. Bon, à travers cette nouvelle symétrie non perturbative, la S-dualité, on peut faire d'autres connexions. On trouve, chose assez surprenante, que la théorie 2B est self-dual du point de vue de la dualité S. C'est-à-dire qu'elle va sur elle-même sur cette transformation. Bizarre, mais semblerait être vrai. Donc, ce sont toutes des choses que il y a beaucoup de vérifications, mais pas de preuves mathématiques rigoureuses. Hein. On doit dire que beaucoup, c'est des conjectures qui, disons, qu'on a pu tester de plusieurs façons sans trouver jamais de contradictions. Et l'autre S-dualité connecte la théorie de type 1 à la théorie de type HO. Là, disons, peut-être c'est un peu moins surprenant. Ils ont le même groupe de jauges. Hein? O, ça veut dire SO32. La 1 a une symétrie SO32. Mais quand même, les théories sont assez différentes. Mais l'idée, c'est que quand on a cette théorie dans la petite constante de couplage, équivaut à l'autre et vice-versa. Donc, si vous voulez, ça nous dit qu'on connaît la limite des grandes constantes de couplage de chacune de ces deux théories parce qu'elle est donnée par l'autre à petite constante de couplage où on sait beaucoup de choses. Et les brans jouent un rôle essentiel hein, quand on fait toutes ces dualités. Tout ça aurait été impossible avant les résultats de Polchinski et les 10 brans. Voilà, ce n'est pas encore fini parce qu'on a encore cette supergravité à 11 dimensions. Et là, c'est le miracle final, c'est-à-dire qu'il y a une connexion entre D égale 11 et deux de nos théories en 10 dimensions. Alors, je réécris là l'action de la supergravité pour rappeler qu'il n'y avait pas un dilaton. À 11 dimensions, il n'y a pas ce dilaton, il y a juste la métrique et l'F4. Et la connexion entre D égale 11 et D égale 10, si vous voulez, c'est un peu un mélange entre la T et la S-dualité. Le rôle du dilaton, qui est la constante de couplage de la corde, est joué par les rayons de la 11e dimension. On a vu hein, que quand on fait si on compatifie la 11e dimension, il y a ces sigma, que c'était les rayons, les champs qui contrôlent les rayons de la 11e dimension, et qui
commencent à apparaître devant ces différents termes. Donc l'idée, c'est la suivante, qu'on connaît ces théories en 10 dimensions parce qu'on travaille à petits constants de couplage, et donc cette 11e dimension, voilà, peut-être je devrais, voilà, quand la constante de couplage est petite, les rayons de cette 11e dimension, la taille de cette 11e dimension est très petite. Donc en théorie de perturbation, on ne la voit pas. C'est ça l'explication pourquoi les théories des codes connaissent les 10 dimensions en théorie de perturbation, mais si on veut étudier effectivement certaines théories en 10 dimensions dans le régime de grandes constantes de couplage, on doit passer à une description. On peut passer à une description de la théorie en 11 dimensions qui devient facile dans un sens, parce qu'une grande dimension, ça veut dire un espace plus facile, avec moins de courbures, et donc plus facile à traiter d'une façon classique. Donc, la façon de déterminer le comportement de certaines théories en 10 dimensions à forte constante de couplage serait de passer par une théorie en 11 dimensions. Donc, plus en détail, et c'est la raison pour laquelle j'ai dessiné mes hexagones de cette façon-là, on trouve la chose suivante. Si on prend la théorie de supergravité en 11 dimensions et on compactifie la 11e dimension sur un cercle, on obtient la 2A. Et à nouveau, le rayon de ce cercle est lié à la constante de couplage, au dilaton de la théorie 2A. Plus grand est la constante de couplage, plus grand est le cercle. Donc, grand constante de couplage, ça veut dire un grand espace à 11 dimensions. Par contre, la théorie hétérotique du type E8 serait E8 fois E8 est liée à cette compactification S1 divisé par Z2. Ça veut dire je prends un cercle, mais j'identifie avec une symétrie du type miroir, Z2, donc ce point-là est identifié avec ce point-là, et ensuite, donc il devient comme un segment, topologiquement, ça devient un intervalle avec des extrémités, parce qu'il y a 2 points qui sont fixes par rapport à cette Z2. Donc, il y a ce segment, et le 2 et 8 de la théorie hétérotique sont sur des brins, vivent sur des brins qui sont situés aux 2 extrémités. Donc, c'est pour ça que j'ai E8 et E8. Et disons, l'idée là serait qu'on fait parce que c'est l'une des théories les plus prometteuses pour faire de la physique des particules. Et l'idée serait que, bon, nous, on est, disons, notre univers est chargé par rapport à un des 2 E8 et pas par rapport à l'autre. Il y a des idées que la matière noire serait constituée de l'autre truc. Bon, donc là, c'est... Mais, disons, comme je l'ai annoncé au départ, on ne sait pas vraiment quelle est cette théorie M qui unifie les autres. Vous voyez, il y a des connexions, mais pas toutes et pas vraiment tout à fait satisfaisantes. Donc, on pense qu'il y a une théorie, probablement à 11 dimensions, qui, selon les limites, par exemple, en basse énergie, se réduit à la supergravité à 11 dimensions, et dans d'autres limites, elle nous donne, par des différents processus, les autres 5 différentes théories en 10 dimensions. Mais, bon, ce n'est pas évident, disons, parce qu'on peut bouger dans cet espace, qui est un espace énorme, et considérer des différents régimes.
Et il y a même des idées que dans certains régimes, par exemple, cette M théorie se réduit simplement à une théorie de mécanique quantique, même une théorie des champs, une théorie de mécanique quantique des matrices n par n, où n va vers l'infini, et que dont les notions d'espace, de temps et tout ça sortiraient de cette théorie qui est une pure théorie des matrices. Et donc quelqu'un dit, il y a un chapitre dans le livre de Polchinski, M pour matrice, point d'interrogation. Et donc c'est une autre interprétation de la lettre N. Et donc, on est encore à la recherche de ce que c'est cette mystérieuse théorie, mais il semble bien y être quelque chose qui donne tout le reste. Bon, j'arrive à la conclusion. Bon, je ne suis même pas trop en retard cette fois. Donc, juste pour résumer, c'est ce qu'on a fait cette année, c'est de partir vraiment avec une petite histoire de la théorie des cordes. On a vu comme on est en partant de la simple phénoménologie des hadrons, on a construit des amplitudes de collision et après on a interprété ça comme une théorie des cordes et après cette théorie s'est développée d'une façon incroyable. Et je dois admettre que cette théorie des cordes a son propre langage. Ce n'est pas un langage très simple, aussi parce que c'est nouveau. Ce n'est pas le langage normal de la théorie des champs. Et aussi, quelquefois, disons, les intuitions, surtout quand on va vers ces échelles de la corde, elles ne sont pas tout à fait faciles. Donc, je pense que ce n'est pas facile d'apprendre cette théorie et même de l'enseigner, ce n'était pas évident. En effet, je pense que même pour les gens du métier, je connais beaucoup de mes collègues qui savent parfaitement bien la théorie quantique des champs, mais ils ne connaissent pas la théorie des cordes. Et probablement, c'est vrai aussi le contraire, parce que, disons, il y a beaucoup de jeunes, surtout, qui sont nés avec la théorie des cordes. Ils ont appris, par exemple, je ne sais pas, les phénomènes de Higgs à travers les brins. Ils ne savent pas comment ça marche dans la théorie des champs. Bon, peut-être je suis un peu méchant là. Et je dois dire, mon impression est que cette théorie quantique des cordes, elle n'est pas encore vraiment développée comme, bien sûr, la théorie des champs, qui est beaucoup plus ancienne. Donc, ça me rappelle un petit peu la théorie des champs avant que Feynman trouve ses règles et fasse la théorie qui est explicitement invariante de Lorentz. On avait l'ancienne théorie des perturbations. On pouvait faire les calculs, les gens ont fait des calculs, mais il y avait... c'était assez compliqué, donc peut-être qu'on n'a pas encore trouvé le bon langage. Aussi, il y a une chose, que la théorie des cordes est encore formulée d'une façon perturbative, c'est-à-dire boucle par boucle, et souvent, c'est ce qu'on fait, on rajoute de l'intuition de la théorie des champs pour y mettre dedans aussi des aspects non perturbatifs. Donc, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Donc, je pense que peut-être il faudra encore des années ou des dizaines d'années avant de trouver un bon langage et surtout développer des outils qui puissent faire résoudre la théorie dans des régimes intéressants. Une des critiques que je fais souvent à mes collègues qui font la théorie des cordes est qu'ils étudient seulement certains problèmes parce qu'ils sont faciles et pas parce qu'ils sont d'intérêt physique. Par exemple, on travaille beaucoup avec des solutions supersymétriques, pas parce qu'on pense qu'elles sont les plus intéressantes du point de vue physique, mais parce que ce sont ceux où on peut faire des calculs. Donc, il faut encore développer des techniques
par exemple, pour résoudre la théorie dans des régimes où il y a des variations spatio-temporelles de la métrique qui sont très grandes et choses pareilles. Mais effectivement, si on arrive à développer cet outil, ça pourrait être très, très important. Et donc, je viens au programme de l'année prochaine. Moi, je pense que, sauf s'il y aura des résultats vraiment exceptionnels, mais je doute d'ici un an, aux accélérateurs ou dans d'autres expériences. Il y a aussi on recherche la matière noire, il y a l'expérience Planck. Donc, à part s'il y a vraiment des nouveautés éclatantes, moi je pense aller en avant avec la théorie des codes, mais en faisant des applications à des problèmes physiques. Donc, probablement, j'aurai besoin de reprendre un petit peu le développement après 1995, donc après Polchinski et les 10 brins. Et bon, le menu peut être assez long. Je pense qu'il y en a assez pour 2 années plutôt qu'un. Donc, j'ai fait une petite liste comme ça. Et donc, par exemple, il y a la question de l'entropie des trous noirs et c'est un des résultats majeurs de la théorie des cordes du point de vue des applications physiques, de comprendre comment l'entropie des trous noirs que Hawking et Bekenstein avaient proposé d'une façon thermodynamique ressort de la théorie des cordes avec une interprétation de mécanique statistique, c'est-à-dire le comptage des nombres d'états, le logarithme des nombres d'états comme entropie. Ces mêmes trous noirs ou d'autres trous noirs, on peut essayer de les former avec des expériences du pensée. Moi, j'ai travaillé là-dessus, donc des collisions de cordes à très haute énergie pour produire des trous noirs. Est-ce qu'il peut résoudre le problème que Hawking avait soulevé de la perte des informations quantiques quand on a des trous noirs? On peut parler des cosmologies. J'ai mentionné brièvement ces nouvelles symétries de l'équation cosmologique de la corde qui suggèrent des cosmologies nouvelles. Et après, il y a aussi la phénoménologie de la théorie des cordes qu'on essaie de faire aujourd'hui, donc partir avec une de ces théories comme la hétérotique E8 fois E8. E8 contient un groupe E6 et E6 est un groupe assez intéressant pour la physique des particules, un des possibles groupes de grande unification. GUT, ça veut dire Grand Unified Theories. Il y aura même une conférence ici en juillet sur la phénoménologie, intitulée String Phenomenology. C'est la salle en dessus. Mais je pense qu'il faut être invité. On ne peut pas juste entrer comme ici. Donc, il y a ça, mais aussi d'autres suggestions. Donc, je vous invite même à m'envoyer des mails pour dire oui, moi je serais intéressé à ça. J'ai déjà reçu un email d'un d'entre vous qui ne pouvait pas venir aujourd'hui, donc avec une suggestion. Et voilà, donc avec ça, on termine. J'espère que l'introduction aura servi à quelque chose. Je dis, ce n'est pas un sujet facile, mais je pense les idées générales, j'espère qu'elles seront passées. Bon, je vous souhaite donc bonne Pâques, Hag Sameach, and to next year. Thank you very much.